Celui qui sait, celui qui voit. La boulimie minerai attire ici tous les crèves-la-faim de la création, grogna Marcus en repoussant un mendiant. La destruction de Nassafial n'avait rien freiné. Le mendiant glissa dans une flaque de boue à moitié gelée. Il ne protesta pas, retourna s'accroupir au pied d'une cabane en bois, auprès d'une femme blafarde et d'une ribambelle d'enfants qui le fixaient d'un regard vide. Il grelottait, enfoui sous les haillons et des toiles, en dépit d'un brasier auprès duquel se réchauffaient tant bien que mal d'autres Suédois, ou Dieu sait d'où ils venaient. « Tout vaut mieux que l'armée pour ces malheureux, murmura-t-il. Isco regardait autour de lui. La misère et la saleté de la petite ville des bords du golfe de Botnie ne le poussaient pas à s'éterniser. Des cochons fouillaient les ordures qui s'entassaient partout. La puanteur était contenue par le froid, mais en plein mois de juin, ça ne saurait durer. Pithéa continuait à pousser autour de l'église. Marchands et artisans tenaient leurs échoppes à côté de l'école. Rares étaient ceux qui haranguaient les passants, trop pressés. Même par ce froid, il restait un peu de vie dans la rue, mais le bruit en était atténué. Les chariots glissaient sur la neige tassée qui était tombée de nouveau ces derniers jours. Elle n'avait déjà plus rien d'un tapis lumineux. S'y mêlaient des restes de nourriture, des os broyés à force d'être piétinés, des taches jaunâtres ou marronasses d'origine humaine ou animale. De la grisaille de crasse accumulée. Si la misère a une couleur, se dit Isco, ça doit ressembler à ce mélange. Isco s'arrêta et fouilla dans sa besace. Il en sortit une demi-boule de pain noir et fit quelques pas prudents pour l'attendre à la famille. Le mendiant regarda Marcus avec un air de chien battu, hésitant à s'approcher de peur de prendre un coup. Marcus jeta un rapide coup d'œil à Isco et d'un signe donna son assentiment au mendiant. L'homme se précipita pour prendre le pain. La nourriture fut rapidement partagée. Ils poursuivirent leur route. Isco glissa sur des immondices gelés. Le mendiant le retint de justesse. Marcus leva la main pour le frapper. Isco arrêta son geste. « Il m'a déséquilibré en m'accrochant par la manche. Rien de grave, il veut sans doute me remercier. » L'homme se tenait à côté, tremblant, et il murmura quelque chose. « Qu'est-ce que tu as dit ?» s'écria Isco. Son regard n'exprimait plus que la peur. Il se calma lentement. Autour d'eux, on les regardait. « Que le sage des montagnes vous bénisse, c'est tout ce que j'ai dit. » Le sage, des passants approchaient. Celui qui sait, celui qui voit. L'homme partit en courant, glissant et trébuchant, arrachant des rires à la rue. Isco attrapa par le col l'un de ceux qui riaient. Il travaillait au port. « Toi, je te connais. Tu as débarqué nos affaires. Pourquoi ris-tu » L'homme perdit sa mine rigolarde. « Rien de mal, monsieur. Ces gars sont tous un peu fous, des misérables. »« Tu le connais, ce sage de la montagne ?» Le travailleur du port jeta un regard inquiet autour de lui. « Bien sûr que non. Il me fait peur, ce gars. Il échauffe la tête des lapons à ce qu'on dit. On raconte que c'est lui, avec ses boules de feu, qui a détruit la mine de Nassafial. Qui peut jeter des éclairs sur les Suédois, courir après nos morts dans le royaume de l'au-delà? Mais personne ne peut les aider. Ni eux, ni nous. Regardez autour de vous. Il n'y a que de la misère pour les hommes ici. C'est même la seule chose qui manquera jamais, la misère. Ça, et l'eau et le ciel et les pierres et les arbres, et les moustiques. Mais la misère, il y en aura toujours plus. À quoi il ressemble ce sage? À quoi ressemble un fantôme? Pourquoi dis-tu fantôme? Parce qu'on le voit jamais, pardi. Mais on l'entend. Ça, pour l'entendre, on l'entend. Et tu entends quoi? Moi, j'entends rien. Mais c'est les autres qui racontent qu'ils ont entendu. Comme quoi nous, les Suédois, on viendrait les chasser de chez eux. Qu'on veut leur malheur, qu'on les force à travailler aux mines, qu'on prend leurs reines. C'est des fadaises, tout ça. Leur malheur, il est pas pire ou meilleur que le nôtre. Les Lapons, ça fait d'aussi bons mendiants que les Suédois. Là-dessus, le bon Dieu a pas tranché. Isco relâcha l'homme qui déguerpit. Les gens ne leur accordaient plus d'attention. « Tu crois que c'est Saccard » demanda Marcus. « Si c'est le cas, il est en danger de mort » murmura Isco en arrivant au pied d'une vaste maison qui dominait le reste de la cité. Et nous allons rencontrer son pire ennemi. Le nouveau commissaire aux affaires laponnes les recevait dans la résidence qui avait été construite dans le temps pour son prédécesseur, à 2 pas de l'église. Isco respira profondément, en dépit du froid sec et cassant. Ivar Grub les attendait. Des plats de viande et de poisson s'entassaient sur une longue table en pain,
Une servante remplissait les timbales d'eau de vie dès qu'elles étaient vidées. Le commissaire et Grub étaient accompagnés du chirurgien de la ville, Rolf Andren, du pasteur, du géologue en chef et d'une poignée de marchands qui finançaient en partie leur expédition. Chirurgien, la belle affaire, s'esclaffa le commissaire en présentant son voisin de table. Rolf n'a eu ce rire que parce qu'il maniait la scie avec plus d'adresse, n'a eu ce titre que parce qu'il maniait la scie avec plus d'adresse et de rapidité que les autres. Si vous voulez un conseil, ne prenez pas un mauvais rhume, il vous en coûterait une jambe. Le commissaire éclata de rire, aussitôt rejoint par le médecin, dont la rougeur du teint rappelait la couleur de la confiture d'Érel. « Alors comme ça, vous en allez chercher des poumons de renard bleu, dit le commissaire à Marcus. Lui-même n'en connaît pas l'usage, répondit Isco à la place de son ami. Recette secrète. Recette secrète, grogna le chirurgien. Je n'en connais qu'une de recette. Un bon coup de scie. Et il partit d'un éclat de rire imité par le commissaire. Il leva sa timbale en fer pour qu'on la remplisse de nouveau, attrapa une servante par la taille et l'embrassa sur le corsage. « Que voulez-vous » ajouta le commissaire. Rolf a été médecin aux armées. Rolf a été médecin aux armées pendant 15 ans. Alors bien sûr, aux armées, on n'a pas de renard bleu. Alors un bon coup de scie. De scie bleue ? Les deux hommes n'en pouvaient plus de rire. Ils s'étouffaient de concert, renversaient flacons et assiettes, demandant à être servis de nouveau. Notre habile chirurgien est aussi un esthète qui s'est pris de passion pour les bijoux d'argent dont cette région regorge. Vous savez, monsieur d'Etcheverry, que les Lapons en sont friands ? On voit des mendiants ici, mais en vrai, ils en cachent des trésors sur leur peau de reine puante. Rolf, racontez donc à monsieur d'Etcheverry d'où vient cette passion. 15 ans dans les armées, poursuivit le commissaire, sur les champs de bataille, avoir passé les cadavres et les membres arrachés, à qui les bagues ne serviraient plus. Le chirurgien rôta et s'essuya sur la nappe. Alors un coup de scie, et hop. Les deux hommes éclatèrent de nouveau de rire à l'unisson. Le dessert arriva. Des gâteaux secs au masse-pain, un luxe que le commissaire faisait venir de Stockholm. Chacun reprit sa place, et les rires retentirent de nouveau. Isco s'assit, se sachant observé. Ivar Grub buvait autant, mais ne riait pas. Sa bouche de travers ne frémissait pas et ne s'ouvrait que pour manger ou boire. Pas de commentaires, pas de questions. Il se réservait. Ne perdant pas des yeux les nouveaux arrivants, Ambrosius avait confié à Isco que la réputation du contremaître le précédait désormais partout. Cruel, impitoyable, endurant, rancunier, loyal. Un homme de mission, dévoué, sans état d'âme. L'homme qui avait assassiné Isaac Kieri sur le Vasa, qui avait tenté de retrouver la trace de Darja, de Stockholm jusqu'à Nassafjall, fidèle bourreau de Paulinus Lennaeus et maintenant de Karl Pontanus, les années n'avaient pas prise sur sa détermination. Les Lapons que vous allez rencontrer dans les montagnes sont des êtres qui disent appartenir à la nature et pas à la couronne de Suède. En tout cas, certains d'entre eux, dit Ivar Grub en plantant ses yeux dans ce disco. Ce ne sont que des agitateurs, rien d'autre. Je préfère vous mettre en garde. La caravane se mit en route le lendemain matin sous un ciel couvert. Le vent qui soufflait depuis des jours avait déneigé les branches et les troncs, enlevant sa part de magie pure à la vallée qu'il suivait pour rejoindre Gratrask. La dentelle délicate des flocons laissait place à ces lignes brisées, sombres, qui striaient le paysage et lui donnaient un aspect plus inquiétant. Isco marchait en silence à côté de Marcus. Était-ce cette vision plus noire des montagnes ? Les images de Lena et Anna assombrissaient ses pensées. Les heures passant, Isco ne sentait pas le froid en marchant. Les arbres, plus rares, rapetissaient. La douceur de la neige, appelée à fondre, rapidement reprenait le dessus. Avec elle, Isco revint à des pensées moins sombres, le souffle d'Anna. Il y pensait encore lorsqu'ils atteignirent la ferme de Knut. Isco chercha du regard le fermier mais ne le trouva pas. La dernière fois qu'ils s'étaient croisés, Knut était resté distant. La mort brutale de son père Clémet les séparait de façon irrémédiable. Une femme sortit à leur approche, entourée d'enfants. Pas d'homme. Isco essaya de se souvenir si elle pouvait être son épouse. Il s'adressa aux paysans qui guidaient leur cheval. « Knut Clémetson ? Il a quitté cette ferme depuis belle lurette, dit le paysan. Il a repris celle d'Eriksson, qui est jamais revenu de la guerre. Moi je dis que c'est pas correct. Il y en a qui triment dur pour en avoir une de ferme, et lui,
On ne sait pas très bien comment il en serait plus méritant que moi ou un autre. Qu'est-ce qu'elle a de mieux, la ferme d'Erickson? Ben, c'est la terre qui est meilleure. Et puis le fleuve à côté. Il suffit d'y tremper son bonnet, on attrape des truites pour un mois. Pas comme ici, fit le paysan en montrant la ferme d'un coup de menton. Je peux vous assurer que les enfants de Knut, ils n'ont pas l'allure toute maigre de ceux-là. La famille regarda passer la caravane. Encore des yeux vides et des haillons. Isco les effaça de sa vision. Il savait comment. Depuis peu. Souffle contre souffle. Force. Ils atteignirent Archeplog sous de fortes chutes de neige. Isco chargea Marcus de leur trouver une cabane. Les lapons qui avaient remplacé les paysans suédois à Gratrask se répartirent sous les tentes tandis que les géologues, géomètres et mineurs de la première vague cherchaient à s'entasser dans les abris en bois pour se protéger du froid mordant. Un lapon hagard tendait la main au pied d'une cabane. Il fixait Isco. Il finit par se lever et se traîna jusqu'à lui, main tendue. Il avait l'air malade. De lourdes poches sous les yeux. Il avait du mal à garder la bouche fermée. Ses yeux coulaient de pu, souffreteux comme les mendiants de Pythéa. C'était la première fois qu'Isco voyait un mendiant à Argeplog. Celui-là n'avait même pas eu la force de descendre sur la côte. « Pourquoi tu es là ?» Le mendiant mordait dans le bout de poisson séché qu'Isco lui avait tendu. Les Suédois lui prenaient des rênes. Pour le pasteur, la mine, le commissaire. Ils en prennent tellement qu'on ne peut plus les chasser, sinon il n'en reste plus du tout. Alors on fait comment ? À la fin, il ne lui en restait pas assez pour vivre. Il avait vendu ses dernières rênes à un lapon qui disait qu'au lieu de les chasser, il fallait les garder. Pour qu'ils aient des faons, il a dit. Et que les faons, après, ils auraient aussi des faons. Et que comme ça, on aurait beaucoup de rennes. Et les Suédois, quand ils viendraient pour en prendre, les lapons en auraient encore pour vivre. Et toi alors ? L'homme le regarda sans comprendre, tout en suçant le bout de poisson. Et moi, j'ai plus de rennes. Il partit avec son bout de poisson, s'enveloppa sous un bout de toile. Il n'avait plus de rennes. Bientôt, il n'aurait plus de poisson, comme au début de Nassafjal. Isco hésitait. Le pasteur Laurentius Gothus se trouvait non loin, à l'église ou chez lui. C'est ici qu'il avait été renvoyé après son passage écourté à Uppsala. Il devait haïr Isco. Jusqu'à quel point ? Isco voulait éviter Gothus mais prévenir Darja, sans mettre la puce à l'oreille d'Ivar Grub. Lorsqu'il fut couvert de neige, visage insensibilisé par la moisture du vent glacial et corps pétrifié, il frappa à la porte de la cabane du pasteur. Après quelques instants, la porte s'ouvrit. Une vieille femme lui ouvrit. Il fallut un moment à Isco pour la reconnaître. Darja, elle, comprit tout de suite. Un sourire éclaira son visage. Elle n'avait presque plus de dents, mais ses yeux brillèrent, se mouillèrent. Elle reprit un air fermé en entendant des pas derrière elle. « Ferme cette porte, vieille folle, tu vas nous tuer. » Gothus aussi avait une allure de vieillard, ratatiné et maigre, la face ravagée par l'excès d'eau de vie. On croit l'été venu, et voilà la neige qui vous retombe dessus. Ce pays est maudit. Il donna un coup à Darja pour l'écarter. « Fais place, vieille sorcière. » Il se planta devant Isco, cligna des yeux, le fixant longuement, laissant le temps à son cerveau embrumé de reconstituer l'étranger qui se tenait face à lui. Une épave, songea Isco. Les yeux de Gothus s'éclairèrent enfin. Il sauta d'un bond à la gorge d'Isco. Les deux hommes roulèrent à terre. « Satané pleutre, menteur de malheur, et tu oses revenir ici ?» En dépit de son état, Gothus conservait une force étonnante, s'acharnant sur le cou d'Isco, qui n'eut pourtant pas de mal à le maîtriser. Il le plaqua au sol. « Je ne suis pas venu en ennemi. »« En ennemi ? C'est moi qui suis censé dire une chose pareille. Tu n'es que vermine hérétique. »« Je ne savais pas qu'il vous avait renvoyé ici, mentit Isco. Tu as pourtant tout fait pour m'éloigner, pour me noircir, pour... La preuve de ma bonne foi, eh bien ma présence ici, je m'inquiétais pour vous. » Et la fille de ce maudit Davet, hein ? C'est pas de la trahison, ça ? C'est ça la bonne foi ? Tu t'inquiétais pour moi ? Tu n'as pas honte de venir mentir sous mon toit ? C'est un malentendu. C'est ce pasteur d'Uppsala, Père Sari, qui vous a injustement accusé. Mais regardez plutôt, je vous ai ramené de la Jonciane d'Amsterdam, où j'ai passé ces dernières années. Buvons. Sari ? Isco sentit la résistance de Gothus faiblir d'un coup sous lui.
Il desserra son étreinte et l'aida à se relever. « Femme, des timbales !» Darja en apporta 2 qu'elle posa sur la table, à côté de pain d'écorce et de poissons séchés. Isco sortit de sa besace 2 bouteilles de gentiane. Les yeux de Gotus étincelèrent de bonheur. Darja restait près de la table. Gotus la chassa d'un revers de main. La diablesse, muette de malheur, elle n'ouvre la bouche que pour se plaindre. Ah, le Seigneur me met à l'épreuve. Vos enfants, où sont-ils? Allez, buvons. Ne perdons pas de temps à évoquer ça. Il ne fallut guère longtemps pour que le pasteur s'écrase de sommeil sur la table, ivre-mort. Isco, qui avait à peine bu, le tira jusqu'à sa couche. Il entraîna Darja de l'autre bout de la cabane, jusqu'au banc contre la petite fenêtre couverte de toile huilée. Ils purent enfin se parler en chuchotant. Ma vie est un supplice auprès de lui, mais je n'ai pas d'autre choix. J'ai réussi à rester en vie jusqu'à maintenant, me cachant derrière lui. Ivar Grub est de retour. C'est pour vous prévenir que je suis venu. Nous allons poursuivre vers le nord, dès que la neige aura cessé de tomber. Mais vous devez rester ici. Darja eut un faible sourire. Il y a peu de chance pour qu'il me reconnaisse. Elle avait raison. Gotus l'a maltraité depuis son retour forcé d'Uppsala. Il avait battu ses enfants aussi, comme s'il rendait responsable sa femme et sa progéniture d'avoir été renvoyés en Laponie. Il boit sans arrêt, il court les femmes des autres, il est violent. Mais quel pasteur voudrait venir vivre ici? Alors l'Église ferme les yeux. Darja, qui simulait le mutisme depuis tant d'années, racontait à mi-voix sans pouvoir s'arrêter. Les stratagèmes permanents pour éviter de se retrouver seul avec Gotus quand il avait bu, quand sa violence ne connaissait pas de limite, la quête de renseignements pour savoir qui venait, afin d'éviter les mauvaises rencontres. L'Église ferme aussi les yeux sur ses affaires avec l'argent. Je l'ai vu faire. Il achète des bijoux, sous la menace parfois, à vil prix, et il revend tout ça aux chirurgiens de Pithéa, pour améliorer l'ordinaire, comme il dit. Il se plaint toujours qu'il ait payé une misère et que les Lapons payent la dîme avec retard, quand il la paye. Mais je sais que certains bijoux, il les met de côté. Toujours les mêmes. Des bijoux qui ressemblent à des fermoirs avec un anneau, comme celui que vous avez. Des bijoux de Marie. Et cela, il les cache. Comment le savez-vous? Parce qu'un jour, le pasteur qui fait peur est passé ici. Pontanus? Karl Pontanus? Oui, c'est ce nom. Un jour où ce pasteur était en tournée d'inspection ici, Laurentus est allé chercher les bijoux qu'il avait, ceux qu'il n'avait pas revendus au chirurgien. C'étaient des bijoux de Marie, et il les a donnés à l'autre pasteur. Donnés, pas vendus. J'ai vu leur tête à tous les deux. C'était comme s'ils venaient de faire un rituel sacré. Celui qui fait peur prenait mon mari par les épaules. Il lui disait que l'Énéaeus aurait été fier, qu'il fallait continuer. Elle regarda Gotus, puis par la fenêtre. Le vent était tombé. « Venez. » Elle sortit, suivie par Isco. Ils traversèrent le village, passèrent au ruisseau, commencèrent à gravir une colline. Ils débouchèrent bientôt sur un plateau. Darja lui montra une masse qui se détachait sous la lune. Ils avancèrent jusqu'à l'amoncellement de rochers. Darja se dirigea vers une très grosse pierre en forme de baleine. Elle se glissa derrière et s'agenouilla. Isco l'imita. Elle lui prit la main. Ici, Saraka est chez elle. Elle veille. Les bijoux de Marie sont ici? Darja serrait la main d'Isco. Ici, Saraka est chez elle. Elle veille. Darja regarda Isco et se leva. Rentrons. Il leur fallut une quinzaine de minutes à pas pressés pour revenir à la cabane. Gotus ronflait toujours. Comment a réagi Gotus à la disparition de ses bijoux? Il n'est pas sûr que ce soit moi. Il soupçonne tout le monde. Il doit être prudent vis-à-vis du reste de la communauté. Alors il me bat, sans jamais aller trop loin. Et Sakar? Demanda Isco. Elle ne l'avait pas évoqué jusqu'ici. Elle s'assura que Gotus ronflait toujours. J'ai tout fait pour ne pas prononcer son nom. J'ai tellement peur que le vent ne le porte aux oreilles des Suédois. Vous savez où il est? Elle lui jeta un regard apeuré. Dieu seul savait ce qu'elle avait dû endurer toutes ces années. Isco prit ses maigres mains dans les siennes. Pouvez-vous au moins me dire s'il est en vie? Elle ne répondit pas tout de suite, pencha son front sur leurs mains mêlées, resta un moment dans cette position de recueillement, posture de vierge verte, qui troubla Isco, puis elle se redressa enfin. Isco se souvint du jour où elle avait évoqué Marie, il y a si longtemps. Il vit, porté par le vent. C'est pour ça que les Suédois le craignent, que je ne veux pas prononcer son nom. Le vent est le vent, il est libre,
On ne le commande pas. Ce sont des idées de chrétiens de penser que la nature obéit à l'homme par la volonté de leur Dieu. La nature obéit à la nature. Le vent trahit en rapportant l'escret. Le vent transporte les espoirs. Le vent détruit l'arrogance. Le vent glace la prétention. Mais mon fils vit. Isco ne répondit pas. Soulagé pour Saccard, impressionné aussi. La tirade de Darja lui fit penser aux prêches de certains prêtres. Était-ce la vie aux côtés d'un pasteur? Les Suédois le recherchent. Ils le recherchent depuis sa naissance, comme moi depuis que je l'ai mis au jour. Saraka a toujours veillé sur moi. Elle veille sur lui. Darja prit la main d'Isco. Le vent le porte à moi parfois. J'ai entendu qu'il avait un fils. Il a l'âge que mon fils avait quand vous avez retrouvé. Lui aussi est sous la protection de Saraka. Il se cache comme moi. Moi, je me cache au milieu des Suédois. Lui se cache au milieu de nos esprits dans les montagnes. Les Suédois vont construire de nouvelles mines. De plus en plus de mines. Ils vont avoir besoin de beaucoup d'hommes et de reines pour transporter le minerai. Darja hocha la tête. Par Marie, il ne lui arrivera rien. Darja gardait le silence maintenant, recueilli. Il n'y avait rien de plus à dire. Isco leva un œil à Laurentus Gothus. Il dormait toujours profondément. Isco se leva, posa sa main sur celle de Darja. Il sortit saisi par le froid. Il se pressa jusqu'à la cabane, courbé pour offrir moins de résistance au blizzard qui s'était levé de nouveau et le transperçait. Vent qui trahit ou vent qui transporte? Il n'entendait pas le nom de Saccard, mais celui d'un pays qui ne comptait pas se laisser faire. Frank Buys, 21 avril 2020.